Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur cette chaîne, on s'intéresse à Manchester United qui viennent d'annoncer l'arrivée de Ruben Amorim en tant que coach. Lui qui a été coach du côté du Sporting Lisbonne, qui a réussi de belles choses là-bas. Il va maintenant s'attaquer à la Première Ligue. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur son cheminement de carrière et s'intéresser également au futur, ce qu'il peut apporter aux Red Devils. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, on est sur la route des 500 abonnés, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de Première Ligue et de football en général, et dites-moi dans les commentaires votre avis sur l'arrivée de Ruben Amorim. Est-ce que vous pensez qu'il va être l'homme de la situation, ou bien c'est un coach de plus qui n'arrivera pas à changer Manchester United de ce courant négatif qui tourne autour du club depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Alors si on revient au départ de la carrière de Ruben Amorim en tant que coach, tout commence du côté de Casa Pia, où il a été recruté pour devenir le coach de l'équipe, mais il va faire très peu de matchs là-bas car il va devoir démissionner, car il n'avait pas tous ses diplômes. Et donc, la fédération du foot au Portugal donnait des amendes, un petit peu comme on a pu voir avec Will Steele du côté de la Ligue 1. Et ben voilà, c'était à peu près la même chose là-bas au Portugal. Donc il a fini par démissionner car ça faisait beaucoup de frais pour le club de Casa Pia. En 2019, ensuite, il devient coach de Braga après avoir obtenu ses diplômes. Donc entre-temps, donc avec ses diplômes obtenus, il a même été faire un stage du côté de Manchester United avec José Mourinho pour faire le stage pour obtenir le diplôme tout simplement. Et donc à Braga, il arrive au moment de l'hiver, du mercato hivernal, où il arrive et il arrive à tout de suite transformer le club, car le club n'était pas forcément en une très bonne situation. Mais il arrive à faire que le club arrive à battre les gros, les Porto, les Benfica, voilà, 10 victoires là-bas quand même avec Braga, et c'est quand même une très belle chose. Et donc le Sporting Lisbonne repère tout de suite le talent et décide de lever la clause libératoire qu'il y avait dans le contrat de Ruben Amorim. Il signe donc en 2020 du côté du Sporting Lisbonne, et au total à Lisbonne c'est 164 victoires, 33 nuls, 33 défaites pour Ruben Amorim, et lorsqu'il fait sa première saison complète là-bas, il remporte un titre de champion du Portugal. Donc c'est plutôt un très très beau ratio pour Ruben Amorim, qui est surnommé le nouveau José Mourinho. Forcément, on pense coach portugais, c'est le nouveau José Mourinho, qui était quand même le coach qui a réussi à faire de grandes choses, hein. On pense forcément à cette Ligue des Champions avec Porto pour José. Mais si on revient sur le cas de Ruben Amorim c'est un coach qui montre de belles choses, car déjà il sait faire jouer les jeunes et il fait éclore ces jeunes. Forcément, on connaît très bien cette ligue portugaise, on sait qu'ils arrivent très bien à développer leurs jeunes portugais, mais également très bien développer les jeunes joueurs d'Amérique du Sud. Et donc dans cette équipe du Sporting, il a réussi à développer à la fois des joueurs d'Amérique du Sud, du Portugal, mais aussi du reste de l'Europe. Bon, pour vous citer un petit peu les joueurs qui sont passés sous les mains de Ruben Amorim, on a Ugarte forcément, on a Matheus Nunes, on a Nuno Mendes, on a Palhinha, on a également des joueurs comme Gyökeres actuellement, qui est incroyable. Il avait déjà été très bon du côté de Coventry, il avait failli faire monter le club. Vous avez perdu en finale de play-off contre Luton. Ils avaient quand même une belle équipe, cette équipe de Coventry. Mais voilà, là aujourd'hui, tout le monde se rend compte du talent de Gyökeres grâce à cette phase de Ligue des Champions actuellement, où ils ont même battu cette semaine Manchester City. En tout cas, il arrive à créer un bon système pour qu'aujourd'hui les jeunes arrivent à se développer. Et c'est pas forcément facile dans tous les clubs, mais en tout cas il le fait très bien. Il y a même Marcus Edwards du côté du Sporting. Bref, il y a de belles choses là-bas, et il est il a son propre style déjà qui est assez développé. C'est un grand adepte du 3-4-3, donc forcément ça implique des choses. Mais c'est comme tout coach
un coach qui s'adapte à l'adversaire et ça peut donc passer par une composition qui s'adapte selon les matchs, selon les phases offensives, défensives. Donc dans les phases un peu plus défensives, on peut très bien retrouver du 4-4-2 un peu classique, mais aussi un peu plus bétonné avec du 5-4-1. Et donc dans ce genre de phase, donc, on peut retrouver un coach qui arrive très bien à faire que ses joueurs euh, offensifs viennent vraiment défendre, parce que des fois c'est compliqué de créer ce genre de choses, et pour le coup, il arrive à faire que tout le groupe soit euh, bien lié ensemble, et que tout le monde vienne faire l'effort de défendre, donc ça c'est déjà pas mal. Son but, lui, c'est d'avoir forcément une très bonne défense, et d'avoir une équipe qui est assez efficace quand même dans la manière de gérer le match. Voilà, c'est certes d'avoir la possession, car dans ce championnat portugais, vous avez quand même, la plupart du temps, quand vous êtes une grosse équipe, vous avez la possession. Mais c'est bien d'avoir la possession, mais il faut pas une possession stérile. Donc il faut une possession assez efficace, et il n'hésite pas à aller très vite de l'avant. Il est tout simplement la meilleure attaque du Portugal. Bon, forcément, vous avez un Victor Gyökeres, donc forcément ça aide quand vous avez un très bon attaquant, mais il a aussi une tactique offensive. Avec donc ce 3-4-3, il a forcément deux pistons, et ces deux pistons, bah, ils sont très collés à la ligne, hein. Donc voilà, il essaye de vraiment utiliser toute la largeur du terrain. On peut voir aussi les ailiers qui peuvent être vraiment très collés à cette ligne. Donc forcément, il, il utilise, on a pu en parler notamment de Maresca, qui utilisait très bien les côtés, voilà, pour utiliser la profondeur, pour utiliser la vitesse, car les joueurs offensifs du côté du Sporting bah, font beaucoup de mouvements, hein, et le fait de créer beaucoup de mouvements, bon bah forcément ça finit par créer l'espace, mais Ruben Amorim demande constamment un peu de mouvement à son équipe, car bon, de toute façon, dès que vous restez un petit peu trop sur place, même si vous bougez un peu, mais qu'il n'y a pas trop d'intensité, ça devient une possession stérile, donc voilà. Et même au niveau du jeu défensif, on a quand même du pressing, ça veut aller chercher le ballon, et donc forcément, on voit bien que dans les stats aujourd'hui, le Sporting est très bon en Ligue des Champions, on l'a vu contre Man City, et est très bon en Ligue, Liga NOS, voilà, tout simplement. Donc il va avoir quand même du travail à faire du côté de cette équipe de Manchester United, car Ten Hag, bon, il avait eu sa première saison qui était intéressante à Eric Ten Hag, mais c'est vrai que ça fait déjà un moment, hein, on avait déjà une vidéo à cette période-là de l'année dernière, et peut-être l'année d'avant, pour dire que c'était plus possible, Eric Ten Hag. Donc voilà, enfin, c'est tombé, et surtout que Eric Ten Hag, on peut pas avoir l'excuse, ah mais il n'a pas eu les transferts qu'il voulait, non, il les a eus. On peut voir qu'il a dépensé beaucoup cet été pour Lenny Euro, pour Zirkzee, pour des Mathis de Ligt, ça fait beaucoup d'argent rien que là, mais on a vu Mason Mount avant, Sancho, voilà, il y a eu beaucoup d'argent de dépensé, que ce soit dans les montants transferts, mais également dans les salaires. Aujourd'hui, on a un mauvais esprit qui entoure ce club depuis déjà très longtemps, mais même dans le vestiaire, il y avait eu toute cette situation, l'embrouille avec Sancho et Erik ten Hag, voilà, c'était assez compliqué d'avoir une bonne ambiance, donc ça va être la première grosse mission de Ruben Amorim, c'est de créer de la cohésion d'équipe, réussir à faire qu'un groupe fonctionne bien, euh, et donc il va falloir faire un tri dans les joueurs forcément qu'il a à sa disposition. Je pense pas qu'il va y avoir un gros mercato cet été, parce que j'avais lu un article, alors je sais plus quel média, je sais plus si c'est The Athletics ou Daily Mail, c'est que justement la clause qu'avait Ruben Amorim dans son contrat pour le libérer de son poste au Sporting Lisbonne, bah c'était déjà un gros montant, plus le montant pour virer Ten Hag, ça faisait déjà pas mal de frais pour Manchester United, donc aller repartir pour aller chercher des joueurs en hiver qui peut être un peu plus cher des fois, c'est compliqué, donc
il va falloir juste utiliser cette année pour dire, bah, de toute façon, l'année elle est perdue. On va peut-être essayer d'aller chercher une coupe, ça peut être pas mal, mais on va essayer d'utiliser, de jauger les joueurs pour ensuite repartir sur un beau projet en vendant les joueurs, en achetant des joueurs nécessaires cet été. L'une des grandes forces de Manchester United, ça a toujours été son centre de formation. Ruben Amorim, c'est quelqu'un qui sait faire jouer les jeunes et les développer. Bon, après, si vous lui donnez le budget pour pas utiliser les jeunes, il va jouer sans utiliser les jeunes. Mais si vous dites le projet, bah, on n'utilise pas même notre centre de formation, car pendant toutes les grandes périodes de succès de Manchester United, il y a eu le centre de formation, les jeunes joueurs de la région qui ont fait que ce club est devenu ce qu'il est devenu et qui est un club légendaire. Donc forcément, il faut mettre le centre de formation au cœur du projet. Il y a toujours eu de quoi à Manchester United. Il faut tout simplement l'utiliser. Là, il y a quand même des questions à se poser sur certains joueurs. Il va avoir un système de piston. À droite, vous pouvez utiliser du Dalot. Mais à gauche, vous utilisez qui? Parce que Luke Shaw, déjà, il se blesse trop, donc déjà c'est compliqué, et je suis pas sûr que vous pouvez l'utiliser encore comme un bon piston. Et ensuite, Malacia, ouais, non, ça va pas du tout. Donc c'est pas possible. Donc il va falloir recruter au poste de défenseur gauche, ça c'est évident. Au milieu de terrain, bah, il va retrouver Ugarte, donc il va réussir à peut-être remettre Ugarte sur les bons rails, donc ça va être intéressant à suivre. Après, est-ce que il va utiliser vraiment en 10 Bruno Fernandes? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, quand il va avoir des jeux dans des espaces très limités, donc ça va être intéressant d'utiliser Bruno Fernandes. Après, quel rôle va vraiment avoir Bruno Fernandes dans cet effectif? En tout cas, ça va peut-être permettre aussi de le réveiller, Bruno Fernandes. Bon, c'est sûr que lui, pour gonfler ses stats, il y a quelques années, avec la première saison d'Eric Ten Hag, il y avait eu les pénaux, beaucoup de passes D. Et oui, il va falloir retrouver ce Bruno Fernandes qui était décisif et qui l'est peut-être un peu moins maintenant. Voilà, faut le dire. Ensuite, au niveau de l'attaque, on voyait déjà des rumeurs dire ah bah Victor Gyökeres va suivre Ruben Amorim. Après, vous avez déjà dépensé pas mal d'argent pour Højlund et Zirkzee. Peut-être déjà essayer d'utiliser ces deux-là. Ils ont tous les deux une bonne capacité à prendre la profondeur, à courir, créer des espaces. Ils sont plutôt d'une taille plutôt pas mal. Donc finalement, c'est des joueurs qui correspondent bien à la taille de Gyökeres, donc ça peut peut-être être utilisé un peu dans cette même façon, même s'il faut forcément adapter la tactique aux joueurs, mais on peut réutiliser un peu dans ce même style ces joueurs. Après, forcément, au niveau de la défense, il va falloir faire un tri entre tous les joueurs, et la question, je regardais notamment pour préparer cette vidéo, Alex Castro qui faisait une vidéo justement sur Ruben Amorim, et lui disait que Ruben Amorim avait complètement transformé Sébastien Coates du côté du Sporting, qui est aujourd'hui redoutable, alors qu'avant il était pas mal critiqué. Est-ce que dans cette défense, ça va pas être un retour au premier plan de Mathis de Ligt, qui peut être complètement transformé? C'est une question que je me pose. Ensuite, quid de Harry Maguire? Est-ce que c'est peut-être Harry Maguire qui peut refaire un petit peu son temps de jeu grâce à Ruben Amorim? Il va avoir des tests dans cette défense et forcément, il faudra développer Yeni Euro qui va avoir un impact important dans les projets futurs de Manchester United. C'est bien normal et de toute façon, il doit justifier le prix qui a été dépensé pour lui. Donc il va falloir vraiment très bien l'utiliser. En tout cas, ça peut être un projet très intéressant. Donc on va suivre ça bien évidemment dans les prochaines semaines. Manchester United, forcément, qui va jouer de toute façon des gros, même s'il joue des équipes un peu moins faibles à certains moments. Dans la position où est le club actuellement, c'est-à-dire à 7 points de la zone de relégation, forcément, ben c'est assez compliqué.
Voilà, il va falloir vraiment prendre des points rapidement pour se dire au moins on a une bouée, on n'est pas trop proche de cette zone qui fait peur et se stabiliser au milieu du classement, puis ensuite grappiller les places petit à petit. Bref, on va suivre ça dans les prochaines semaines. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur Ruben Amorim. Nous on se retrouve très vite pour une vidéo, mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner, toujours sur la route des 500 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.